Comme on vous le disait tantôt, Django est un terme riche de sens qui a été chanté en louange des vaillants guerriers du monde. Aujourd'hui, nous dédions ces titres à nos entrepreneurs modernes, ces hommes et femmes qui continuent de sculpter l'économie, l'avenir de notre économie nationale et internationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Django. Et pour cet épisode, nous avons un grand entrepreneur de la diaspora malienne ici en France, Monsieur Tounkara Ibrahim. Bonjour et bienvenue sur notre plateau de Django. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était avec un grand plaisir, Monsieur Temega. C'était avec un très, très, très grand plaisir. Vraiment, je pense qu'on aurait dû faire ça il y a plusieurs mois. Exactement. Vraiment, avec le planning, ça n'a pas été du tout facile, mais on y est aujourd'hui et on te remercie vraiment pour ça. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de la personne qui est Ibrahim Tounkara, d'où venez-vous et d'où viens-tu? Alors, Monsieur Tounkara Ibrahim, dénommé, c'est mon vrai nom. Et mon surnom, c'est Ibou. D'accord. En général, donc tout le monde m'appelle par mon surnom, ça c'est Ibou, et je suis connu par ça. Et je suis un Malien, donc voilà, d'origine malien, parce que j'ai la nationalité congolaise. D'accord. Donc là, je suis né au Congo, j'ai gardé ma nationalité congolaise, et par ça, j'ai fait ma double nationalité malienne. D'accord. Donc voilà, pour aller chercher mes racines. Donc voilà. C'est très important. Oui, tout à fait. Ok. Oui. Donc, dans Django, on est vraiment passionné par l'histoire des entrepreneurs parce que on sait que rien ne vient par hasard. C'est votre histoire qui façonne la personne ou les personnes que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous relater un peu ton histoire? J'aimerais bien que tu nous parles de ton parcours avant qu'on rentre et parler de tes nombreuses réalisations dans l'entrepreneuriat. Alors, je suis d'une famille de 9 frères et sœurs. D'accord. Donc voilà, je viens de la région des Cailles. Donc là, je suis soniqué. D'accord. Donc voilà, du Guidimara. Donc, village s'appelle Koussané, à peu près 65 km des Cailles. D'accord. Qui est la première région du Mali, pour ceux qui ne le savent pas. Exactement. Et j'ai grandi au Mali un peu. J'ai fait mes études en arabe. D'accord. Donc voilà, dans notre culture, on est des imams. Donc du coup, mes parents n'ont pas voulu que je fasse l'école française. D'accord. Donc là, j'ai fait tous mes études en arabe. J'ai fait mes études premières à Gakura Guidimara et après à Kaï, et j'étais faire le second cycle jusqu'à la région de Ségou, donc précisément à Braouli. Et en 95-96, j'ai arrêté les études. Par faute, parce qu'une fois qu'on a passé le DEF, l'époque, c'était pas facile. D'accord. Il fallait venir à Bamako pour continuer le reste des études. Merci. Et j'ai demandé de l'aide que je n'ai pas pu avoir, cette aide-là. Donc, du coup, les études se sont arrêtées. Donc, voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à me débrouiller, plus ou moins, comme tout le monde, à être au marché avec mes oncles et tout. D'accord. Voilà. Et comme tes aïeux, donc on connaît dans un peu la culture soninké, maraka comme on le dit chez nous, c'est de partir dans l'exil, et tout bon, la destination la plus idéale et la plus connue, c'est la France, bien évidemment. Et tu fais ton apparition en France vers les fins des années 98-99, si je me rappelle bien. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça? Pourquoi? Quel a été le déclic pour toi de quitter le Mali, ta terre, pour venir t'installer ici en France? Alors, c'est une histoire fascinante. Parce qu'en 98, j'étais à Bamako. J'ai un cousin qui est arrivé là-bas, qui est venu du Congo, Brazza, là où je suis né. Mon grand frère était là-bas, il était transitaire à l'époque. Donc, on est resté à peu près deux semaines ensemble. Il avait la potentialité que j'avais, et sans que moi je le sache. Il avait que j'étais courageux et tout. Donc là, et dès que lui, il est parti au Congo, il a fait comprendre à mon grand frère, il dit, écoute, fais venir ton petit frère. Je le vis, il est courageux. Et crois-moi, si tu le fais venir, tu vas pas regretter. Mais à une seule condition, il faudra pas qu'il reste au Congo. Il faut l'envoyer ailleurs.
Parce que là, le gamin que je vis, il est intelligent. Je suis désolé, donc je suis en train de parler de moi-même. Non, donc, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Le plateau, il est là pour ça. Ouais. Donc, le 22 septembre 1998, mon grand frère a décidé que j'irai au Congo pour aller le joindre. Et j'ai fêté le 22 septembre 98 à Bamako. Et le 21, le 23 au matin, j'ai pris le bus pour descendre à Côte d'Ivoire. Et dès là, à l'époque, il y avait encore Air Afrique, la compagnie qui a servi tant des Africains. Exactement. Et qui aujourd'hui, on a la nostalgie. Donc là, je suis arrivé au Congo en 98. D'accord. Et par là, je suis resté 1 an. Donc, pour faire les papiers et tout. Donc, voilà, comme j'avais la nationalité déjà. Donc là, j'ai acquis et par là, je suis arrivé ici pour répondre à votre question en 99. D'accord, Oui. ok. Donc, vous êtes venu ici en 99. Comment ça s'est passé? Parce que vous êtes venu, on le sait, au début, c'est très compliqué. Donc, la vie d'ici en France, ça déjà, personne ne va vous le dire. Et puis, vous êtes hébergé dans le foyer. Donc, on sait que toutes les conditions ne sont pas réunies. Mais toi, de par ton expérience, comment tu l'as vécu? Et j'ai vécu comme beaucoup de milliers d'immigrants qui viennent du Mali ou d'ailleurs. Honnêtement, donc le centre d'hébergement d'accueil, je pense que c'est le foyer. Je suis passé par là. Et à mon arrivée, j'ai constaté pas mal de choses. Vraiment, à l'époque, c'était les années encore 99. On n'était pas encore entré l'an 2000. Donc, qui talonnait à la porte l'an 2000. Et j'ai vu nos parents, comment ils vivaient, vraiment 7, 8 dans la chambre, vraiment, et avec un objectif, c'est de se lever le matin, aller travailler et venir. Et le soir, on se trouvait dans la cantine à échanger, et à travers les conversations, j'ai posé des questions, donc voilà, et qu'est-ce que vous faites? Et au final, quel est ton objectif pour arriver? Ah non, moi, c'est jusqu'à la retraite. Je dis, mais tu vas pas rester à la retraite en tant que manœuvre quand même. Mais je voyais pas de réponse. Mais je dis, mais je suis pas venu quand même pour travailler mon début de carrière en tant que manœuvre, finir manœuvre. Ça, franchement, j'avais ça déjà de le départ. D'accord, donc tu avais ce déclic, oui. Mais bien avant, au début, comment tu t'es débrouillé? Parce que tu as fait des petits commerces, oui. Tu as fait des petits boulots de par-ci et par-là. Est-ce que tu peux nous raconter ce périple que tu as vécu? Le périple que j'ai vécu, quand on arrive ici, donc c'est comme tout le monde, je préfère me répéter 1000 fois une chose et qu'échanger la version. Et j'ai commencé à travailler au foyer. D'accord. Un bon matin, il y a les dames qui travaillent au foyer, qui font de la bouffe, dans la nourriture. Et le garçon qui travaillait, il a trouvé une mission, il est parti travailler. Donc du coup, elle était désemparée, rentrée dans les chambres et elle a toqué dans notre chambre. Elle dit ouais, il avait besoin d'un coup de main pour quelqu'un pour lui donner un coup de main parce que le garçon qu'il avait, il a trouvé du travail, il est parti. Et à la grande surprise des autres, moi qui venais du Congo, il me considérait parmi les Maracas, on est tous des Maracas, mais entre guillemets un taboussi. Donc comme voilà, je suis pas allé au Mali pour eux, non, je vais pas vouloir faire ce travail-là. D'accord. Donc là, je dis non, il y a pas de problème, moi je vais y aller. Et j'ai commencé à travailler avec cette dame-là. Donc à l'époque, un garçon la semaine c'était 500 francs. Donc, mais je faisais tellement bien, je tenais tellement à mon travail, je le faisais bien. Donc là, j'avais un salaire quand même de plus que ça, parce qu'on me versait pratiquement 700 francs à l'époque. Donc, honnêtement, j'ai commencé par ça. D'accord, mais 700 francs, ça équivaut à combien aujourd'hui en euros? Bon, je suis pas trop doué avec les chiffres. Je suis plutôt doué. Je suis pas trop 500 francs à l'époque aujourd'hui. Donc là, qui vend à peu près 82 €, 83 €. D'accord. Donc l'équivalent à l'époque, 500 francs. D'accord. Mais entre-temps, tu as fait d'autres boulots par-ci, par-là pour pouvoir t'en sortir? Oui, j'ai fait d'autres boulots. En faisant ça, j'ai profité de ça. Et quand je suis arrivé, j'ai fait une demande d'asile comme tout le monde. Donc du coup, pour pouvoir avoir l'asile, donc à travers ça, que j'ai un récépissé, ces 13 récépissés-là, les situations n'étaient pas comme aujourd'hui. J'ai passé mon permis de conduire. Donc voilà,
en faisant ces bricoles-là. Et je me suis inscrit également en travaillant avec le nom X. Donc voilà, dans les boîtes d'intérim, en faisant des missions par-ci, par-là, qui m'a permis de payer mon permis de conduire. Donc honnêtement, j'ai commencé par là. Et en travaillant à la boîte d'intérim, donc j'ai fait quelques formations qui m'ont amené à travailler dans le TP, travaux publics. D'accord. C'est mon premier travail en France, c'était ça. Okay. Voilà. Mais tu as passé combien de temps à travailler avec le nom X? À le nom X, j'ai passé pratiquement 3 ou 4 ans à travailler avec le nom X. Donc là, entre guillemets, donc là, pour pouvoir souvenir à mes besoins. Exactement. Comme tout le monde. Donc pourquoi? Parce que donc là j'ai préservé mon nom. Donc voilà, avec le récépissé que j'avais demandé. Donc du coup voilà. Okay. Donc, c'est ça. Et j'ai fait des formations comme j'ai dit. Et à la boîte d'intérim, donc on continue à travailler dans le TP. Donc ça m'a permis de faire des formations. Et quand j'ai eu mon permis, ça m'a facilité certaines choses aussi. D'accord. Donc voilà. Et le bâtiment, je suis venu au hasard dans le bâtiment. C'est-à-dire? Je suis venu au hasard dans le bâtiment. En travaillant dans le TP, et à la fin d'année, on arrive en fin d'année, donc qui dit des vacances. Alors, quelqu'un qui n'est pas régularisé, je pense que j'étais venu juste pour travailler. Donc là, pas de vacances. Pas de vacances. Okay. Il faut travailler. Moi, j'ai sollicité la boîte d'intérim. J'ai dit, trouvez-moi une mission pour laquelle que je peux continuer à travailler. Une demi-heure après, moi, la responsable m'appelle. Il me dit, Ivo, j'ai trouvé une mission pour toi, mais c'est dans le bâtiment. J'ai dit, non, c'est trop dur le bâtiment. Parce que moi, là, l'expérience que j'ai eue au foyer, et le marteau-piqueur, la brouette, machin, ils m'ont fait tellement peur du bâtiment. J'ai dit, non, c'est pas mon truc. Donc, elle dit, non. Les clients m'ont demandé quelqu'un d'intelligent. Il a pas envie de demander quelqu'un, une trouelle qui va leur ramener un marteau. Donc, du coup, franchement, je compte sur toi. Il y en a pour que 2 semaines. Donc, voilà. J'ai dit non, je vais pas. Elle m'a supplié. J'ai dit, OK, d'accord, je vais y aller. Et je suis parti pour 2 semaines. Et c'est là, ça fait 25 ans. Que vous êtes dans le domaine. Là, à cette époque, tu savais pas que ça allait être ton gagne-pain. Non, okay. du tout. D'accord. Donc, au fur et à mesure, de 2 semaines, tu as passé combien de temps finalement? Là, je suis à 25 ans. D'accord. Mais là, tu as grimpé de manœuvre, chef de chantier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes montées en compétences dans le domaine là? Même montée en compétences, le calvaire, il vient d'être commencé. Mon calvaire venait d'être commencé parce que quand je suis arrivé dans le bâtiment, il y avait une barrière qui était là. Cette barrière-là, je suis désolé de le dire, mais on va le dire intelligemment devant la caméra. Je me suis affronté à la xénophobie pour dire donc voilà, c'est que parce que j'ai travaillé, je suis quelqu'un qui observe. Le premier jour, quand je suis arrivé sur le chantier, on me dit si je sais faire ça, j'ai dit non, ça j'ai jamais fait. Je travaille dans le TP, je sais le faire, je le maîtrise, mais ça c'est pas dans mon domaine. Donc on m'a dit ok d'accord, c'est pas grave, mais il suffit d'écouter de ce que là. Le premier jour j'ai observé, le deuxième jour j'anticipais avec mon chef. J'anticipais comment. Et je sais qu'on posait un poteau, je sais que dans 30 secondes il va me demander le niveau. D'accord. Voilà. Et dans 15 secondes, il va me dire, pousse le poteau par là. Donc là, non seulement j'avais le niveau à la main droite et j'avais la barre à mine à la main gauche. Donc là, j'ai poussé le poteau. En finissant la semaine, il me dit, mais monsieur Tunkara, vous m'avez dit que vous avez jamais travaillé dans le bâtiment. J'ai dit, il dit, mais c'est impressionnant. J'ai dit, mais le premier jour, j'ai observé. J'ai dit, le deuxième jour, je vais anticiper. J'ai dit, donc là, la tête, il est pas fait pour se porter que des charges. Exactement. Il faut réfléchir. Ouais. Donc, voilà. Et en tant que manœuvre, j'ai commencé ici et grimper les échelons. En commençant à grimper les échelons en tant que manœuvre, je voyais donc les gens qui venaient. Et quand j'ai commencé à être monteur, donc ça veut dire qu'un poseur qualifié. Donc ça veut dire que là, on a fait des formations, CACES, qu'on peut monter dans une nacelle pour aller poser une pièce tout seul et tout. Et ça commençait à freiner. Ça a commencé à freiner. Pourquoi? Parce que quand j'ai donné des directives, je comprenais tout de suite que mes directives n'y valaient pas. Ah ouais. Voilà. Il y avait un peu de la réticence parce que... Voilà, parce que c'est je l'ai dit, c'est parce que c'est le black qui donnait. Ok. Honnêtement. Donc, voilà. Je suis désolé. Et ça, au lieu de le prendre par la colère, sur de la négativité, j'ai transformé ça en courage.
au plus profond de moi. Donc voilà, et je le transformais en courage au plus profond de moi. J'ai dit, donc là, je vais être le meilleur. Donc je vais être le meilleur et je continue à me former manœuvre. Donc voilà, aide-monteur, monteur, second chef d'équipe, chef de chantier. J'ai monté les échelons. Quand je suis arrivé chef d'équipe, là, c'est encore une autre barrière qui est là, M. Temega. Là, tu t'affrontes aux grands... Oui. Ok, mais de chef d'équipe, aujourd'hui, tu es entrepreneur dans le bâtiment. Oui, tout à fait. D'accord. Quand arrivé en chef d'équipe, je me suis affronté à quelque chose comme j'étais dans l'entreprise, pas le pivot, mais le gars que beaucoup de clients réclamaient. Parce que je voulais M. Tunkara sur mon chantier. Où j'avais ce chantier-là, moi, il me faut M. Tunkara sur ce chantier-là. Donc, pourquoi? Parce que j'ai sélectionné avec le cas que je travaillais. Donc, là, la discipline était primordiale. Ça, c'est peut-être par rapport aux études que j'ai fait en arabe et tout. Parce que c'était carré, c'était comme à l'armée. Et donc, du coup, je suis le premier arrivé et je suis le dernier à partir. Et l'outil, c'est mon outil. Le patron, il a acheté le camion, il me l'a confié. Donc là, il ne montait même pas dedans. Donc, c'était mon outil à moi. Donc, il fallait prendre soin. Et toutes ces tâches-là que j'ai menées, ça m'a permis de créer encore un autre réseau. Ce réseau-là, c'est la confiance avec les clients et le respect. Donc, du coup, je faisais mes chantiers de A à Z et j'allais donner un coup de main aux autres. Mais, à la fin du mois, j'étais toujours le black le mieux payé. D'accord. Mais c'est vraiment, c'est extraordinaire ton parcours. C'est très, très inspirant. Je peux te le dire. Je vous en prie. Mais là, tu es de chef d'équipe. Tu es aujourd'hui chef d'entrepreneur. Oui. Aujourd'hui, tu as une entreprise qui s'appelle Binbat. Tout à fait. Et toujours dans le même domaine, de 2 semaines. Aujourd'hui, on est à peu près 25 ans, comme tu l'as dit. Oui. Comment c'est venu la création de ton entreprise? À quel moment tu t'es dit, bon, là, maintenant, il faut que je me prends en charge. J'ai la compétence. Je peux moi-même créer mon entreprise et évoluer dans ce sens-là. Comment c'est venu le déclic? Le déclic est venu quand je suis arrivé ici, j'ai souffert d'une pathologie, d'une maladie, une infection osseuse. D'accord. On appelle ostéite chronique. Je me suis fait opérer 8 fois. D'accord. C'était méga. Ah ouais. Je me suis fait opérer 8 fois. Et donc, après visite médicale, tu affrontes le médecin, oui, vous ne pouvez plus travailler. Donc là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et à un moment donné, c'était un peu dur. Donc là, du coup, il fallait soit changer de métier, faire autre chose. Donc voilà, parce que pour le médecin, j'étais plus apte de continuer à faire ce que je fais. D'accord. Alors du coup, soit le patron aménageait un poste de travail pour moi, ce qui n'était pas facile. Donc voilà. Et l'idée qu'on a eue, c'était de faire des formations, de monter sur une grue, comme on travaille avec des machines, de monter sur une grue. Et j'ai sollicité ça et j'ai obtenu bien de cause, mais malheureusement, et à la fin de compte, donc là, il y a quelqu'un d'autre qui a influencé le patron, il dit non, faut pas le faire. Donc du coup, et ça m'a frustré. Franchement, et ça m'a frustré, je suis incertain. Donc du coup, ils ont dit non, il va falloir que je fasse autre chose. J'ai dit ok, d'accord. Et c'était l'époque Sarkozy était au pouvoir. Il y avait un circulaire qui a été mis en place qu'on appelle donc voilà rupture conventionnelle, qui venait d'être votée et tout. J'ai dit ok, d'accord, on va faire une rupture conventionnelle. Pour que je perde pas mes droits, ça va arranger tout le monde. Donc voilà, le patron, il a eu le courage de me poser la question. Alors, je vais faire quoi? J'ai dit des choses. Soit je sens de métier. Si je continue dans le bâtiment, je vais monter ma boîte. Je bosserai pour moi-même. Il me dit, ouais, mais il y en a beaucoup qui ont dit ça. Ils sont partis, ils sont revenus. J'ai dit, ouais, beaucoup. Mais moi, je suis M. Tunkara. Je ne suis pas tout le monde. D'accord. Mais avec quoi tu avais la certitude? Qu'est-ce qui faisait que tu avais cette flamme de vouloir et avec la certitude de réussir dans le domaine? Tu l'as dit, tu l'as fait, mais à l'époque, quand tu le disais, tu le disais avec quelle certitude? Avec la certitude, la volonté, le courage et la bénédiction des parents. Parce que moi, je comptais sur personne. Je comptais que sur moi-même. Et
avec vraiment la bonne garde du Seigneur. Pourquoi? Parce que et chaque chantier qui m'a été confié, je les ai fait de A à Z et je savais que j'avais créé un lobbying qui était au fond. Cette fond-là, peut-être que le jour n'était pas venu. Mais je dis avec conviction, avec cette idée, parce que quand le client commençait à me réclamer, je savais que j'avais quelque chose. Je savais que je valais quelque chose. Tu avais un potentiel. Voilà, ça, je savais. Et j'ai dit, ce que je vais faire, j'ai monté ma boîte. Il me dit, non, tu ne vas pas y arriver. J'ai dit, mais tu es aussi autodidacte comme moi. Toi, tu as réussi. Pourquoi pas moi? Exactement. Ouais. Je me suis pointé au Pôle emploi. Quand ils m'ont demandé, j'ai dit, je vais juste monter ma boîte. Ils ont dit, OK, d'accord, on va vous accompagner. Donc, voilà. J'étais... D'accord, mais tout ça, c'est... Tu étais en autodidacte. Oui. Je rappelle, hein, tu n'as pas fait des études en français. Tout à fait. Tu t'es forgé toi-même, tu as appris les mots, les verbes. Effectivement. Et jusqu'à ce que tu montes en compétence à ce niveau. Oui. Comment je me suis formé? Oui. Monsieur Temiga. Quand on faisait des chantiers, vous savez que ça m'arrivait, la cellule, l'endroit où la partie du bâtiment qu'on termine les plans, je les volais, je les cachais, je les amenais avec moi. Le week-end, je les talais sur ma table pour regarder. Oui, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Je vous D'accord. Donc, tu te procurais le plan de chantier de l'ingénieur même en soi. En soi. Pour aller l'étudier après dans tes week-ends. Le même week-end. Okay. Au lieu de sortir le week-end, non, j'étais là scotché. Donc voilà. Et le patron avait vu ça en moi. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me faisait? Il m'a filé un camion. Il avait un plan dans son bureau. Donc voilà, il me filait le chantier. Et dès que j'avais un souci, je l'appelais. J'ai un souci sur tel plan. Il ouvrait son plan. Et moi, en étant sur le chantier, il me disait, donc là, je disais qu'il y a un souci sur telle pièce. Donc regardez, donc là, à l'époque, il n'y avait pas encore des caméras, il y avait des appareils photo. Donc on prenait des photos, même les MS, c'était... Donc voilà, et c'est par téléphone, il fallait se guider. Donc voilà comment je me suis formé. Donc du coup, j'ai dit, je ne peux pas balancer tout ça par la fenêtre, franchement. Donc, et le jour où je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, je vais monter ma boîte et je l'ai fait. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'en 2016, oui. Tu montes ta boîte Bin Bâtiment. Oui. Aujourd'hui, que vaut Bin Bâtiment? Bin Bâtiment, aujourd'hui, c'est une entreprise aujourd'hui, donc là, qui emploie plus d'une vingtaine de salariés directs, donc voilà, et indirects après. Donc voilà, et un chiffre d'affaires, on publie tout, donc sur Internet. Je ne vais pas parler des chiffres. Donc aujourd'hui, et qu'est-ce que Bin Bâtiment fait? Je pense que oui, c'est exactement, c'est la suite logique, c'est la question qui allait venir justement. On construit des entrepôts logistiques, des centres commerciaux, des complexes sportifs. J'en ai même fait des centres de tir pour l'armée. Okay. Donc là, j'ai même fait des centres de tir pour l'armée. On a monté des bâtiments pour Carrefour, pour Auchan, pour Amazon. Okay. Donc voilà, j'ai posté sur un grand projet d'Amazon, 185 000 mètres carrés à Metz. Donc voilà, c'est une fierté. Et j'ai monté des plateformes moi tout seul, plus de 100 000 mètres carrés également. Donc voilà, donc c'est ça. Non mais c'est vraiment c'est très encourageant, c'est très très inspirant jusque là tout ce que tu fais. Mais comment toi tu arrives à avoir tous ces marchés? Comment tu as pu avoir tous ces marchés là? Là, je remercie quand même une personne, donc là, une entreprise, donc au passage, dont je vais citer, qui s'appelle Béton Contrôle Cibodon, BCS. D'accord. Donc c'est un monsieur que j'ai eu la chance de le croiser. Donc là, j'ai fait un chantier. À l'époque, je bossais sur mon patron, il m'a vu. Donc en causant, j'ai dit que j'ai l'intention de monter ma boîte. Ce monsieur, il dit, Monsieur Tunkara, si vous montez votre boîte, vous venez, je vais vous faire travailler. Et là, ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble et il a tenu parole, franchement. D'accord. Il a tenu parole. C'est un des mes plus gros clients pour lesquels j'ai fait plus d'un demi-million d'euros de chiffre d'affaires avec lui. D'accord. Donc, il est tout seul. Donc, il me fait pratiquement bosser à l'année. Ok. Donc, voilà, au passage. D'accord. Oui. Mais le marché de l'armée, d'Amazon, de Carrefour, comment tu as pu briquer ces marchés-là? Dans le bâtiment industriel,
En fait, c'est un cercle, je dirais pas fermé, mais on n'est pas nombreux à faire ce travail. On n'est pas nombreux à faire ce travail-là, non seulement en France et surtout en Île-de-France. D'accord. Donc là, à l'époque, en Île-de-France, on était 3 entrepreneurs en Île-de-France. Hormis les gros Boeing, Eiffage, etc. D'accord. On est donc là. Donc c'est un travail très spécifique. Donc du coup, du bouche à l'oreille, ça va très très vite. Okay. Et je te une anecdote. Ce matin, j'étais encore au bureau. En étant assis devant mon ordinateur, j'ai des chantiers qui sont tombés comme ça. Donc pour dire que je vais même plus aller chercher du travail. Okay. C'est le travail qui vient me chercher. Alors qui dit que vraiment quand on garde son sérieux et que on fait son travail comme il se doit, donc c'est sûr et certain, c'est pas le travail que vous allez chercher, c'est le travail qui va venir vous chercher. D'accord. Mais tu parlais quand tu étais salarié, tu as été confronté à des critiques raciales. Tout à fait. Mais est-ce que quand tu as monté ta boîte, tu t'es confronté aux mêmes problématiques? Est-ce que tu as eu du mal pour un début à avoir des chantiers? Comment tu faisais pour faire tes rentrées de chiffres sur le mois ou sur l'année de façon générale? Bon, après, c'est le plus important, comme je l'ai dit aujourd'hui, quand on sait faire quelque chose, il faut vraiment se former dedans. Donc, c'est sûr, un certain. Je comptais pas mes heures. J'ai roulé beaucoup. Je comptais pas mes heures. Et raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai sillonné toute la France en voiture. J'ai fait toutes les cartes compte de la France. Je connais la France parfois même mieux que le français parce que toutes les grandes villes, je les ai fait en voiture. Donc, et comme je dis, le cercle, il est fermé. Moi, il y a des marchés auxquels je prends en direct. Il y a des marchés que je suis en second. Donc, ça veut dire que je suis sous-traitant. Donc, du coup, c'est que là où je suis en second, ça me facilite la tâche parce que j'ai un donneur d'ordre qui est devant moi. Donc, c'est sûr et certain. Moi, ça me facilite moins de la paperasserie. Le marché dont je prends en direct, ça, j'ai un peu plus de complications là-dessus parce que là, aujourd'hui, la France, l'administration, ce qu'on nous demande à fournir aujourd'hui pour un chantier, mais c'est énorme. Monsieur Temega, c'est énorme. Pour faire travailler un salarié aujourd'hui, donc voilà, étranger sur un de vos chantiers, c'est très, 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 très compliqué. D'accord. Honnêtement. Mais quel a été jusque-là ton plus gros chantier? Mon plus gros chantier, moi tout seul, restera, j'ai fait Intermarché pour Intermarché. C'est à Dole, à côté de Dijon. Il fait à peu près 120 000. Ouais. Voilà, surface. D'accord. Donc, honnêtement, et c'était énorme. Après Amazon, on l'a fait ça, j'étais pas tout seul. Et la France même n'était pas tout seul. On était pratiquement 3 pays à le faire parce que le délai était court et il fallait sortir le bâtiment à temps record. Donc, du coup, il y avait une partie qui était fabriquée en France, il y a une partie qui était fabriquée en Belgique, il y a une partie qui était fabriquée en Luxembourg. Donc, vous voyez, il fallait sortir le bâtiment en temps et en heure. Donc, ça, c'était un chantier parce qu'il fallait relever les défis. C'était pas facile. Donc voilà, vous avez le drapeau de la Belgique qui était là, il y avait le drapeau de la France et par fierté, moi aussi j'avais planté le drapeau du Mali et le Congo. D'accord, c'est fort intéressant. Aujourd'hui, quand on parle d'Ibrahim Tounkara, on sait que c'est quelqu'un de très connu dans la diaspora malienne de par la communauté. De par ton parcours, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as réussi? Et mon grand-père a dit, le jour où l'homme s'élève pour dire que j'ai réussi, c'est là où tu vas commencer ta chute vertigineuse. Un homme, tu ne réussiras jamais. Tu ne réussiras jamais. Tu es confronté, donc là toujours, parce que chaque jour qui se passe, il faut se lever tout le matin. Moi, chaque matin que je me lève, quand je me brosse les dents, j'ai dit c'est aujourd'hui que je commence mon combat. Je pense que c'est ça qui fait ma force. Parce que si je dis que je réussis, qu'est-ce que je vais apprendre aux seniors, aux jeunes qui sont en bas de moi? Non. Moi, je me vois juste comme un acteur. Je me vois comme un travailleur, un immigrant encore, qui est venu avant-hier, qui a commencé aujourd'hui. Donc voilà. Avec beaucoup d'humilité, tu le dis. Il faut. Je suis là pour apprendre et je ne resterai pas là. Mon objectif aujourd'hui, c'est de ne pas rester là. J'ai appris quelque chose et cette chose-là, je ne vais pas mourir avec. D'accord. Il faut les transférer. Et c'est dans cette continuité que tu as créé l'association Ouararemou. Tu es aussi un philanthrope. Oui. Tu es dans l'associatif. Oui. Et le but, c'est de partager vraiment cette connaissance que tu as
dont tu disposes avec la communauté malienne de façon notamment en particulier parce que le Ouakaremu ça travaille uniquement au Mali. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association et de ce que vous faites dans Ouakaremu? Oui, petite rectification, ça ne travaille pas qu'au Mali, ça travaille ici. Ah d'accord, OK. C'est une association française. D'accord. Donc voilà, qui est enregistrée ici. Donc voilà, et c'est une initiative, M. Tonkara, mais c'est un travail d'équipe. Une association, toujours, c'est un travail d'équipe. Effectivement. Aujourd'hui, en passant, je dirais merci à tous les membres de l'association. Et pourquoi l'association? Pourquoi cette initiative? J'étais confronté à certaines choses. Alors, cette chose-là, donc, on va pas les combattre par la colère. Alors, moi, je dis, à mon tour, je suis dans le quartier, je vais vers les jeunes. Je dis, je vais vous aider. Si vous voulez, j'ai juste besoin de ta pièce d'identité, ta carte vitale. Tu me l'amènes, je te prends avec moi, je te forme. Donc voilà. Et je vois nos cousins, nos neveux, nos sœurs qui sortent de leurs études. Parfois, ils ont besoin de juste un stage de 2 semaines pour valider leur diplôme. Ils sont confrontés à une problématique dont tout le monde le connaît, qui n'a pas de nom. Et je dis, alors pourquoi ne pas créer quelque chose pour pouvoir aider ces jeunes-là? Donc là, la création des bâtiments aujourd'hui, combien de jeunes on en a accompagnés pour pouvoir les permettre d'avoir un stage de 2 semaines, de 3 semaines, donc voilà, d'accompagnement, même en alternance, pourquoi pas. Donc du coup, je dis, cette association-là, il faut le créer, il faut aller chercher des entrepreneurs, le réseau des entrepreneurs. Il faut aller, parce que le bâtiment est vaste et on a des carreleurs, on a des plombiers, on a l'électricité et tout. Et dans l'association Ouakaremu, on a tout, on a des juristes, il y a des médecins. Donc là, c'est ça qui fait la force. Donc du coup, je dis, si on a ce réseau-là. Le but, c'était de réunir tous les corps en tout cas, beaucoup de corps de métier dans un seul et même association. Merci, vous avez bien compris. Donc là, si on rassemble ça, le jour où j'ai un appel pour dire que oui, monsieur Tonkara, j'ai mon gamin qui est là, il a juste besoin d'un stage de 2 semaines, vraiment dans l'électricité. Donc voilà, et on en a fait, on en a accompagné. Faciliter la connexion. Et donc voilà, et pour aider, donc voilà, les jeunes, quoi. D'accord, mais quels sont les travails que vous effectuez au niveau de l'Afrique? Au niveau de l'Afrique, bon, et c'est l'association, déjà, on a 3 volets. Les 3 volets, donc là, déjà, c'est l'indication, le social, donc voilà, et l'accompagnement, donc voilà, création des entreprises et tout. Donc là, non seulement dans le VTC qui va faire une formation, donc là, on a mis tout ça, ces 3 volets-là. L'indication aujourd'hui, c'est pouvoir accompagner la jeunesse, déjà. Donc voilà, et moi, je pense que la chance que j'ai eue, c'est par rapport aux études que j'ai fait en arabe, c'est ce que j'ai transmis à l'intérieur de moi, dans mon esprit, qui m'a permis d'y arriver là où je suis aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour cela, je disais que je suis autodidacte, voilà, entre guillemets, mais ça ne veut pas dire que je suis illettré. J'étais à l'école, forcément. J'ai lu des livres, j'ai dit des histoires, et autrement, par le français. Donc du coup, ce qui a fait que je dis, là, on va accompagner cette jeunesse qui est là-bas en Afrique, qui n'arrive pas, parce que moi, je sais, j'ai arrêté les études par manque de moyens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut les accompagner? Donc, voilà, j'ai fait quelques, voilà, choses là-bas, ou plutôt, on a fait quelque chose, donc là, par respect, donc là, pour aider la communauté de certains villages, des écoles qu'ils avaient besoin des toilettes, qu'ils avaient besoin des bancs, la rentrée scolaire pour les enfants. Et ça, franchement, on a pu leur apporter ça. Et on s'est pas arrêté là. Et là, on est sur un projet où la création d'un centre de formation à la région des Cailles. Okay. On a fait les études, on a tout fait. Et ce centre de formation-là, qui comprendra 12 métiers clés dans le bâtiment. D'accord. Voilà. Pour un début, on va travailler dans le bâtiment et après les autres vont venir au fil du temps. Ok. Mais monsieur Tonkara, aujourd'hui, quels sont toi-même tes objectifs futurs en tant qu'entrepreneur? Où est-ce que tu veux te projeter? Quelles sont tes ambitions sur le long terme, le moyen et aujourd'hui sur le court terme? Le long terme, aujourd'hui, c'est Bin Bâtiment. Aujourd'hui, oui, d'accord, je suis peut-être l'initiateur, mais je veux que ça soit une entreprise vraiment africaine, pour ne pas dire malienne. Parce qu'aujourd'hui, internationale plutôt même,
je dirais. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les nationalités dedans. J'ai des Algériens, j'ai travaillé avec des Congolais, j'ai travaillé avec des Ivoiriens, des Sénégalais, des Tunisiens, des Marocains, donc des Cap-Verdiens. J'ai travaillé avec des Roumains, donc des Italiens. Donc, vous voyez, c'est une entreprise internationale, je vais dire. Et pour le long terme, aujourd'hui, moi, je pense que ce que j'ai appris aujourd'hui, je serais parti pour un transfert de compétences. Transfert des compétences, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique en a besoin, ces transferts de compétences-là. Ce que nous, on a acquis, il va falloir qu'on aille former cette jeunesse-là qui est là. Donc, voilà. Est-ce que ce serait la solution pour l'immigration? Je ne le sais pas. Mais je pense, pour combattre cette immigration-là, il va falloir aller leur donner quelque chose, leur montrer pour dire qu'on n'a pas besoin de faire 6000 kilomètres pour pouvoir réussir de sa vie. D'accord. Ouais. Et cette jeunesse-là en tant que telle, est-ce que tu as un message aujourd'hui à faire passer à cette jeunesse africaine, cette jeunesse malienne et cette jeunesse qui veut s'exiler et qui pense que l'avenir se trouve, comme tu l'as si bien dit, à 6000 kilomètres de nos portes, ici en France ou en Europe? Quel est le message à faire passer? Le message que je vais faire passer, certains veulent comprendre, d'autres peut-être pas. Vendre, peut-être c'est facile pour moi d'être derrière le micro pour dire que oui, c'est pas nécessaire de faire les 6000 kilomètres. Mais si tu veux faire les 6000 kilomètres, dites, même si tu veux réussir dans ta chambre pour gagner déjà au loto, je pense qu'il va falloir aller valider ton ticket. La chance, j'y crois pas. Parce qu'il fallait la chercher, la chance. Parce que même si on dit que tel a de la chance, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Ce que je veux dire, donc là, même pour essayer dans ta chambre, c'est quoi? Si tu te lèves le matin, il faut trouver la porte. Il faut que tu arrives à sortir de cette porte-là. Donc voilà. Mais si tu mets dans ta tête pour dire que oui, donc il y a la porte, ok, d'accord. Mais est-ce que je peux pas sortir par la fenêtre? Donc voilà. Mais est-ce que la fenêtre, c'est la solution? Non. Tu seras mieux de sortir par la porte parce que tu marcheras sur des pieds. Le problème, il est là. Je pense que la jeunesse africaine aujourd'hui est mal informée. Est mal informée malgré avec Internet, l'outillage qu'on a aujourd'hui, les gadgets. Parce que je me mets à leur place parce que j'étais là-bas. C'est pas facile de comprendre. Parce que quand nous, on arrive là-bas avec nos chemises, notre basket, Nike, machin et tout, et le gars, il est là, lui, il a du mal à rassembler 1000 francs par jour. Donc là, quand tu lui dis ça, il va dire non, je préfère aller crever. Donc voilà. Parce qu'il ne connaît pas la réalité du terrain. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'en Europe, aujourd'hui, on peut vivre avec 1500 euros? Il faut leur expliquer les 1500 euros, ils sont répartis comment? Exactement. Qu'est-ce qu'il faut payer? Qu'est-ce qui va te rester? Combien tu vas envoyer au pays? Et le problème, la plupart aujourd'hui, ce qui viennent, dès qu'ils descendent de l'avion ou dès qu'ils font la traversée, dès qu'ils arrivent, si tu leur proposes 5000 euros de rentrer au pays, ils sont preneurs. Et pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que la réalité, c'est tout autre chose. Alors aujourd'hui, je lance un message, pas qu'à moi, déjà, et à tous mes semblables, tous les entrepreneurs aguerris comme moi aujourd'hui, qui acquis une compétence réelle. Je pense qu'il est temps qu'on regarde le rétroviseur. Ce rétroviseur-là, c'est où? C'est l'Afrique. Donc voilà, qu'on essaie de voir, de faire des transferts de compétences. Parce que quand on parle, on dit l'avenir. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Cette humanité-là, personne ne va nous la faire. C'est à nous de le faire. Alors nous, on est peut-être le chemin. Donc on va devenir chercher une technologie. Cette technologie-là, on est à nous, dans nos têtes. Je pense qu'il est temps qu'on retourne. Donc voilà, pour vider le sac. Bon, peut-être pas vider, mais partager plutôt. Exactement. Voilà. Exactement, c'est le mot. Merci beaucoup, Monsieur Tungara, d'avoir répondu à notre invitation et de nous partager tout ce que on vient de raconter là tout de suite. Est-ce que tu as un message de fin? Oui, j'ai un message de fin. Le message de fin avant le remerciement, je dirais à la jeunesse aujourd'hui, donc là, non seulement on est entrepreneur ici, mais on est entrepreneur aussi au Mali. Donc voilà, j'ai une entreprise là-bas avec deux autres associés qui s'appellent KT Service. On commence à construire des maisons individuelles à Bamako, jusqu'à Ségou, à Kaï. Donc honnêtement, et on crée des emplois là-bas
Et croyez-moi, on a envie d'aider cette Afrique-là. En passant, je vous remercie également pour cette invitation. Je pense que c'est une première, ce ne sera pas une dernière. À l'occasion, Inch'Allah, donc il n'y a pas de problème. Je serai à votre disposition donc là pour un prochain numéro. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Tounkara. Comme on vous le disait, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Monsieur Tounkara, il est parti de loin de sa village natal et aujourd'hui, il est venu en France avec courage, bravoure, détermination, sans papier. Il est arrivé. Aujourd'hui, il est à la tête d'une grande entreprise qui s'appelle Binbat et qui évolue dans le bâtiment et travaux publics. Merci à vous qui nous suivez sur nos différents réseaux. N'hésitez pas à nous lâcher vos commentaires. On revoit vos messages de remerciements. En tout cas, ça fait toujours plaisir. Ça nous donne de la force de continuer dans ce sens-là. Et à très très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.